3, 2, 1. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Laurent. Merci de te joindre à nous aujourd'hui. Merci de jouer le jeu. Je suis la plaie de tous les services communication de tous les grands dirigeants, puisque chacun essaye toujours de savoir mes questions, et je suis très honnête avec toi, je les ai finies il y a 5 minutes. Donc c'est très gentil à toi d'accepter de jouer le jeu, de me faire confiance. Ouais, bien sûr. Alors évidemment, le jeu va dans les deux sens. Si je pose des questions qui t'enquiquinent, tu me dis joker. Voilà, on est obligé de rien, mais elles sont toutes gentilles en fait. Est-ce qu'en une minute peut-être tu peux nous rappeler, même si, bon ok, il y a des boîtes qui se présentent plus que d'autres moins que d'autres, mais finalement, allez, en quelques mots quand même, c'est quoi le Crédit Agricole en France, en Europe et dans le monde aujourd'hui? Et puis c'est quoi le boulot de Jean-Paul Mazoyer? Je vais être exprès un tout petit peu provocateur. Le Crédit Agricole, c'est d'abord le premier contributeur fiscal et le premier contributeur social en France. C'est que vous gagnez bien votre vie alors? Ouais. Exactement, donc très favorable aux taxes sur les super profits. C'est le premier employeur privé en France. C'est une entreprise de 150 000 personnes, à peu près 35 milliards de chiffre d'affaires, on va le dire comme ça. Bénéfice l'année dernière 9 milliards d'euros. C'est une entreprise qui est très puissante, qui est le premier financeur de l'économie en France, de très loin. 75% de notre activité est en France, on est présent dans une quarantaine de pays. On a des activités en filiales qui sont très connues, comme Amundi, qui est le premier asset manager européen de très loin. On a des activités en banque de détail sous la marque de LCL, l'ancien Crédit Lyonnais, du Crédit Conso avec Sofinco, des assurances avec Pacifica, Predica. Bref, un grand nombre de marques et une entreprise qui est très fortement implantée en France, de loin la première banque en France, pas la première banque française, mais la première banque en France, avec des parts de marché qui sont en moyenne de 25 à 30%, mais qui peuvent atteindre 60% dans certaines régions. Alors, tu ne m'en voudras pas, je me méfie toujours des parts de marché, parce qu'en fait, comme tu l'as dit toi-même, en France, française, chacun va chercher l'adjectif qui permet d'être la première. C'est pour ça que je suis précis en disant c'est la première banque en France. Qu'est-ce que je fais moi dans ce groupe? Je suis directeur général adjoint de l'entité cotée Crédit Agricole SA, qui est en fait, on va dire, l'ensemble coté au CAC 40 qui regroupe toutes les filiales nationales, à peu près 2/3 de l'activité du groupe. J'ai une activité sur l'ensemble du groupe Crédit Agricole, y compris les caisses régionales, donc les banques régionales, sur tout ce qui est lié à la technologie de près ou de loin. L'IT, avec 4 milliards et demi de dépenses annuelles, la transformation digitale, les banques digitales comme Before Bank par exemple, les paiements, et je suis aussi le président du GIE carte bancaire. Comme une casquette. Ouais. Pas trop le temps de dormir. Donc, on va parler pas de tout. En préparant cette émission, on s'était vu un petit peu avant l'été et on s'était dit, bon, si on parle de tout, il nous faut l'après-midi en fait. Donc, ça serait passionnant, mais peut-être qu'on n'arriverait pas à garder tout le monde connecté toute l'après-midi. Donc, on va faire 20 minutes et on va choisir quelques sujets, Okay, quelques combats ensemble. Bon, allez, je la pose. En faisant ce petit édito, je blaguais un petit peu sur le mercato des grandes banques ou moyennes banques d'ailleurs, puisqu'on a vu quand même en l'espace d'un mois l'annonce du départ de Frédéric Oudéa, puis du départ de Laurent Mignon, puis de Paul Deleuze. Alors bon, c'est pas les mêmes tailles de banque, hein, mais quand même, c'est si compliqué que ça d'être dirigeant d'une grande banque. Ouais, tu peux rajouter à ça le départ également du directeur général de Crédit Agricole BFI, de la BFI du Crédit Agricole, Jacques Ripoll, et je ne crois pas que ça soit lié forcément à la complexité du métier, même si le métier se complexifie. C'est lié à, pour chacun d'entre eux, de ceux qu'on a cités, c'est souvent des raisons individuelles et des choix personnels de carrière. Paul sera là juste après, je lui demanderai. Et en même temps, tu as un mouvement qui fait qu'il y a énormément de gens, j'allais dire c'est la crise post-Covid, qui changent d'orientation à un moment donné et qui se reposent des questions sur ce qu'ils ont envie de faire. Et tu t'aperçois qu'il y a énormément de dirigeants d'entreprises qui bougent en ce moment. Dans la banque, ailleurs que dans la banque, des patrons et des cadres sup ou des cadres dirigeants d'entreprise. Donc j'allais dire, c'est les deux mouvements en parallèle. Puis tu as la fin d'une génération aussi. Nous, notre directeur général, c'est dans 2 ou 3 ans normalement. Donc tu as des cycles comme ça qui font... Et alors il se trouve qu'en ce moment, il y en a beaucoup qui partent en même temps.
Voilà. Bon, bah, j'ai une réponse. J'en demanderai un peu plus aussi à Laurent, à Paul Delos, qui est concerné au premier chef. Alors bon, plus sérieusement, tu le sais, tu as plein de casquettes. Entre autres, il y a le paiement et tu le sais, c'est un de mes dadas. Oui. Donc d'ailleurs, on voyait juste avant toi. Ouais, j'étais ravi de passer juste après Gilles. Voilà, donc Gilles qui était à cette même place il y a quelques mois. Donc voilà, le paiement, c'est quand même une des grosses casquettes que tu as. Oui. Moi, j'ai plusieurs questions, mais elles tournent toutes un peu autour de la même chose. On est en 2022, ça fait 25 ans, quasiment autant que je travaille sur le sujet, où on nous parle d'innovation, de transformation, hein, PayPal 1998, et puis après des SP1, des SP2, bientôt des SP3, la DME1, DME2, et puis on en passe, il y en a eu beaucoup de régulations qui derrière ont amené des innovations et des transformations du secteur. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire finalement, ou est-ce qu'on a déjà tout vu Alors, je crois c'est le secteur le plus bouillonnant qui soit, qui est tiré énormément par la technologie, qui était un métier bancaire, qui n'est plus un métier bancaire. C'est un métier de spécialiste et de société technologique. On voit d'ailleurs un grand nombre de banques en Europe qui sortent complètement de ce métier, non pas du côté des porteurs, mais du côté des commerçants. Puisque les porteurs, nous, on continue à équiper évidemment tous nos porteurs avec des cartes. Tu as des innovations sur les cartes. Tu as des innovations sur les wallets, de type les XP. Donc, tu as des innovations pour les porteurs. Mais tu fais encore l'acquiring et l'acceptance. Alors, ça, c'est du côté des commerçants. Et du côté des commerçants, bah, justement, c'est là où il y a énormément de ruptures également. Les grandes banques françaises sont les championnes sur tout ce qui est acquisition, c'est-à-dire le côté processing derrière des opérations. L'exemple Worldline, puisqu'il y avait Gilles qui était juste avant moi, ne fait absolument pas d'acquisition. En France, il y a une particularité, c'est que 75% des volumes sont traités par le GIE carte bancaire. Et donc, on a une particularité par rapport aux autres pays où c'est en général du Visa et du Mastercard. Nous, c'est 75% des opérations, c'est CB. Et CB, ce sont les banques françaises. Et donc, on fait de l'acquisition. Et la part de marché des grandes banques, elle est monumentale sur la partie acquisition. Mais la partie acceptation, qui consiste finalement à capter le paiement, à faire toutes les interrogations de validité de la carte du commerçant, tout ce que tu veux. Ça, c'est en train d'exploser complètement. Ça a explosé d'abord avec le online, où tu avais plus un TPE, puisque tu étais sur des pages Internet. Là, on a vu arriver des Stripe, par exemple, qui se sont imbriqués chez les développeurs de sites Internet, et finalement, une société dit, moi, je développe mon site Internet, je me fiche complètement de savoir comment vous allez capter le paiement du moment que vous le captez. Et puis après, on a eu des nouvelles formes de paiement. Je racontais récemment une anecdote. J'étais dans une pizzeria à 30 € et je me suis retrouvé avec un QR code sur la table. Tu vois, j'ai pas eu besoin d'appeler 3 fois le serveur pour qu'il daigne enfin m'amener l'addition, puis encore 3 fois pour qu'il vienne avec le TPE. C'était à Paris ? C'était à Biarritz. Donc avec Sunday sans doute Mais c'est exactement ça, c'était Sunday. Donc un QR code, derrière tu accèdes à ton addition, tu peux rajouter un pourboire, tu peux partager l'addition, tu peux payer en PayPal, en Apple Pay ou tu peux rentrer ton numéro de carte bancaire, tu rentres également un avis et puis tu peux rentrer ton adresse email pour recevoir les promotions la fois d'après. Il n'y a plus d'acte d'achat. Il y a un acte d'achat, il n'y a plus d'acte de paiement. Tu es véritablement dans quelque chose qui utilise de la data, qui va aider le commerçant derrière. Ça va un cran plus loin d'ailleurs, je ne passe plus en caisse. Je passe plus en caisse. Je génère de la data pour le commerçant qui sait finalement, c'est plus simplement, il a un numéro de carte en face de lui. Il a Laurent et il sait ce que Laurent a consommé chez lui. Et puis, tu as de l'intégration entre le online et le proximité qui fait que de plus en plus également, les chaînes disent, moi, je commence un paiement sur online, mais je veux le poursuivre en proximité. Le paiement en proximité ressemblera de plus en plus au paiement online et pas l'inverse. Et là, il y a des innovations dans tous les sens. Ce métier est un métier qui est aujourd'hui tiré par des grandes sociétés technologiques. Worldline en est une, mais tu as du Adyen, tu as du SumUp, tu as des boîtes. Mais c'est plus celui des banquiers. Mais c'est de moins en moins celui du banquier. Par contre, derrière, vous êtes toujours là. Mais nous, on est derrière sur la partie acquisition. Mais le front avec le client, il est sur l'acceptation. Et de plus en plus, ces sociétés qui font de l'acceptation sont en train de descendre vers l'acquisition. Adyen est l'un des opérateurs maintenant de CB. Et après, vers le financement des commerçants. Et donc, on est en train petit à petit de se faire pousser dehors, nous, banques traditionnelles, par des acteurs technologiques. À nous de retirer le trait que tu me tends toi-même, mais donc, puisque vous avez été sorti du sujet 1, pourquoi, à l'avenir, vous n'allez pas sortir aussi du sujet 2 ? Mais c'est le risque. C'est un risque ou peut-être finalement le sens de l'histoire, il y a d'autres choses à faire dans la banque ? Alors, il y a forcément d'autres choses à faire dans la banque. Mais nous, quand nous vendons une solution de paiement à un client, on le vend globalement, avec les solutions de financement qui vont derrière, avec les solutions bancaires. Quand un client achète une solution de paiement aujourd'hui, lui, il l'achète de façon spécifique. Et il y a plein de restaurateurs qui vont monter leur restaurant, qui vont taper sur Google « solution de paiement restaurant » et ils arrivent sur Sunday ou ils arrivent sur SumUp.
Et ils n'arrivent plus sur les sites des grandes banques. Donc, si on ne fait pas attention à ça, et si on ne retrouve pas une capacité d'innovation et une capacité de suivi des innovations technologiques, alors on sera sorti progressivement également de l'acquisition et potentiellement d'une relation globale avec le client. Dans un grand groupe comme le tien qui part en catégorie, j'allais dire, tout en haut de la pile, hein, vous n'êtes pas challenger, c'est souvent une position difficile parce qu'on est attaqué justement. Ça se traduit comment ce constat? Ok, là on a décrit le constat. Ta stratégie? La stratégie, c'est derrière de regarder quelle association et quel partenariat on peut faire. Sans aller plus loin, parce que je ne peux pas tout décrire, mais c'est de dire quel partenariat derrière on peut faire pour justement retrouver cette capacité d'innovation, notamment technologique, pour être capable d'offrir à nos clients une solution d'acceptation de paiement. Mais des sociétés comme Worldline ont 80 ou 85% de part de marché avec les grands remettants, tu sais, les grandes chaînes de distribution, les stations-service, etc. Et nous, on fait l'acquisition en général sur ces grands remettants. Voilà. Il y a des sujets... Non, il y a une inertie, ça c'est sûr, mais il y a des nouveaux entrants quand même. Exactement, il y a des nouveaux entrants. Une société comme Adyen, même si elle a vu sa capitalisation boursière être divisée par 2 en l'espace d'un an, a des capitalisations boursières qui dépassent celles des grandes banques traditionnelles. Donc c'est assez étonnant. Donc, en conclusion sur cette petite partie, enfin c'est une grande partie, voilà, tu regardes avec attention ce secteur et c'est pas des moustiques les Adyen, etc. C'est des vrais, des nouveaux acteurs en face de toi. Et tu as des transformations à opérer pour être capable de faire face dans la compétition. Adyen, c'est une entreprise qui fait 1,8 milliard de chiffre d'affaires, qui fait 800 millions de résultats, qui a une marge de 45%. Donc c'est monumental. Et puis des budgets de recherche et développement qui sont considérables. Il faut qu'on soit capable de suivre ce rythme-là. Et puis c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, mais tout ça se passe également à un moment où il y a des réflexions européennes. C'était ma question d'après. Mais vas-y, réflexion européenne, j'ai pas besoin de poser ma question. Donc il y a EPI, l'initiative européenne des paiements, il y a l'euro digital qui est poussé par la Banque centrale européenne. Donc il y a ces sujets-là qui vont d'une façon ou d'une autre impacter également la façon dont les citoyens européens vont payer. Alors ça me mène à deux questions. Bon, j'ai déjà reçu ici même et sur d'autres plateaux que j'anime Martina qui dirige EPI, Gilles qui a pu me donner son avis sur EPI à plusieurs reprises avant le lancement. Et puis quand on ouvre les journaux, on va dire, ou LinkedIn, on se dit bon, déjà mort, ou il y a encore plein de choses à faire. Ta vision aujourd'hui où on en est d'EPI? Alors, EPI a démarré avec l'idée que l'on pouvait construire un scheme card européen, un petit peu sur le mode d'ailleurs de CB, qui est un scheme card totalement concurrent de Visa et de Mastercard en France. Et là, l'idée, c'était de construire un petit peu la même chose au niveau européen. Les Russes l'ont fait, les Chinois l'ont fait, et donc on pouvait se dire, pourquoi pas les Européens? On n'a pas réussi à se mettre d'accord entre banques européennes. Et certaines banques ont considéré que leurs accords avec Visa ou Mastercard était finalement beaucoup plus facile que d'essayer de créer ça ensemble. Donc on était parti avec une feuille blanche. Le constat, c'est qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord entre banques pour être capable de créer un scheme card. Il y a d'autres formes de paiement. Par exemple, il y a tout ce qu'on appelle les wallets account to account, qui Open banking, initiation de paiement. Oui, et c'est PayPal. Et aujourd'hui, on réfléchit maintenant au niveau de pays avec les autres banques européennes sur la création justement d'un wallet qui permettrait d'avoir en plus des paiements par carte ces paiements en account to account qui seraient beaucoup plus simples et avoir une solution concurrente à PayPal. Donc pas encore mort. Mais aussi en mode physique et en mode. Oui, bien sûr, en mode PayPal physique. Est quand même beaucoup, même si physique et online. Et donc, c'est ça aujourd'hui la feuille de route de pays. En partant là, pour le coup, dans un terrain de jeu peut-être un peu plus vierge, entre guillemets, parce que Visa, Mastercard sont très présents partout sur les cartes rails. Exactement. Sur l'open banking, il y a plein d'acteurs, mais finalement, c'est très morcelé, très fragmenté et encore naissant. Et sur ces wallets, il existe des solutions européennes, en particulier aux Pays-Bas. On est en train de regarder s'il n'y a pas Oui, ça c'est les Allemands, mais on est en train de regarder comment est-ce que l'on pourrait finalement le faire tous ensemble. Et puis il y a un autre sujet. Juste une question sur ça, c'est que parce que ça fait des années, qu'on parle sur cette scène et sur ces plateaux de open banking, etc. Mais à chaque fois, on nous objecte et les marchands aussi objectent que dans les cartes, c'est pas que de la techno. Il y a tout le corpus de règles autour. On sait qui rembourse qui dans quel cas, qui doit faire quoi, comment je fais une préautorisation, comment je reprends ou je remets de l'argent. Et ce corpus de règles est inexistant aujourd'hui dans tout le sujet initiation de paiement. Ou alors il est existant par micro-acteur qui va dire moi je fais mes règles mais on est deux marchands dedans. Donc
Ça fait partie, j'imagine, des des sujets gros enjeux autour de pays. Ça existe effectivement, et typiquement, c'est le rôle du GIE carte bancaire. pour la Mais- partie carte. Ouais. Ouais, pour la partie carte, hein, mais ça nécessite d'être construit pour le reste. Et puis donc il y a un sujet aussi sur lequel je voulais m'exprimer, qui était l'euro digital. Oui. Alors, tu connais mes sujets également sur la souveraineté numérique. Et là, on a un vrai sujet. Vendredi dernier, la Banque Centrale Européenne a annoncé les partenaires avec lesquels elle allait travailler sur vu l'euro digital. Ça a fait bondir tout le monde, puisqu'elle a choisi une banque espagnole qui a finalement été celle qui a abouti par effet de domino à ce que Pays Carte ne se fasse pas, Caixa. Et puis surtout, a annoncé qu'on confiait la construction de l'euro digital à Amazon. Les tests et pas la construction, mais enfin bon, oui, en tout cas, ils ont un morceau qui fait beaucoup réagir nos membres aussi, d'ailleurs, ainsi que tous les acteurs. Voilà. Exactement. Et donc là, on a un vrai sujet sur la souveraineté, sur quelque chose qui est... Worldline a eu un morceau quand même. Worldline, Nexi, qui est le concurrent italien de Worldline, absolument. Mais c'est vrai que ça fait réagir le fait qu'on soit allé chercher un acteur américain pour quelque chose qui est quand même régalien au niveau européen. Il y a des vraies questions à se poser. Alors après, est-ce que peut-être vous investissez assez dans le lobbying, dans les travaux auprès de ces gens qui font ces décisions? Tu sais comment ça marche. Bien sûr. Donc j'imagine que c'est des questions que vous vous posez. Puisqu'on parle de souveraineté, cette rentrée, c'est pas que des choses drôles, je le disais en édito tout à l'heure. On a tout un contexte économique pas facile. La crise, l'inflation qui en découle, ou qui était avant, on sait pas d'ailleurs. La remontée des taux qui là, par contre, clairement découle de l'inflation. Les problèmes géopolitiques, bien évidemment la guerre qui est plus à nos portes, qui est en Europe, mais aussi au-delà de la guerre, des tensions internationales évidentes dans des différentes plaques géopolitiques où on n'est plus... le monde est un village, on est plutôt comme on se regarde tous en chien de faïence. Quels impacts très concrets, je ne parle pas géostratégique dans un COMEX, mais très concrètement dans ton activité au jour le jour, dans vos réseaux, en tant que grande banque, comme tu nous l'as présenté tout à l'heure? Je peux pas dire que ça a un impact au quotidien, ces sujets-là. Sinon, dans la surveillance de nos risques, mais ça, c'est quelque chose qui est par nature, c'est intrinsèque à l'activité de banquier. C'est forcément un impact sur les placements et les crédits, mais on est un intermédiaire. Nous, on fait de l'intermédiation financière, ce qui veut dire que le sujet, c'est pas tellement de savoir si les taux sont à 3% ou s'ils sont à 6%. Nous, notre travail, de toute façon, c'est les deux côtés. Donc, on n'est pas directement impacté par ça. Donc, c'est pas un sujet dans mes activités technologiques et de transformation digitale c'est pas un sujet qui est fondamental. À nous d'être prêts. J'avais une phrase qui avait été dite par un de mes anciens directeurs généraux qui me disait « C'est dans les années où tout va mal que l'on voit ceux qui ont bien travaillé quand tout allait bien ». On va rentrer dans des périodes où ça va être beaucoup plus compliqué. Et on va voir à ce moment-là qui a bien investi, qui s'est bien transformé, qui a bien utilisé la technologie, le numérique pour se transformer, pour avoir de nouveaux modèles, pour rendre les effectifs plus efficients, plus efficaces. C'est là où on va véritablement voir des écarts se creuser. Un précédent intervenant sur un de ces plateaux nous évoquait dans la partie contexte, le fait qu'il y a aussi toutes ces difficultés de recrutement dans tous les métiers, et en particulier dans la tech. C'était très criant à la période où la tech montait, où en plus des difficultés de recrutement, on avait des difficultés salariales, puisque c'était tous les jours, il fallait doubler comme dans un mercenariat permanent. On en est où aujourd'hui? Parce que dans tes métiers, j'imagine, tu as des roadmaps, il faut les délivrer. Oui. Si on n'arrive pas à recruter les bonnes personnes, que dehors les consultants pour faire coûtent 3 fois le prix que tu avais prévu dans tes budgets, il y a un moment où le delivery va être compliqué. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change dans cette rentrée? Est-ce que c'est toujours aussi complexe pour toi de trouver les bonnes ressources pour les projets? On en est où? Ce qui change, c'est effectivement une obligation pour une entreprise comme la mienne de réfléchir et de mapper les compétences entre ce qui est stratégique et ce qui est accessible. Si je prends ces deux dimensions. Stratégique, ça veut dire, est-ce que véritablement j'ai besoin d'avoir ces compétences, en interne ou en externe, mais évidemment, je ne peux pas m'en passer. Prenons un exemple très concret, la cybersécurité. Accessible, c'est, est-ce que j'ai les moyens d'attirer ces talents-là? Est-ce qu'il y en a suffisamment sur le marché? Est-ce que je ne suis pas en concurrence avec les autres? Est-ce que j'ai la capacité à les attirer, à les former, à les retenir, à les maintenir en compétences? Ça, c'est ces deux dimensions. C'est pas des cases, c'est des continuums. Et en fonction de ça et en fonction des effectifs dont j'ai besoin, je suis obligé de mapper et d'avoir des réponses qui sont différentes. Je vais avoir des réponses qui vont être de temps en temps, bah oui, je fais un effort pour aller recruter, ou j'upskill un certain nombre de personnes à l'intérieur de ma ligne métier système d'information, ou à l'inverse, je m'appuie à fond sur des compétences extérieures, mais si c'est stratégique, j'ai intérêt à loquer un petit peu plus les contrats, les consultants, pour avoir des contrats long terme. Donc je suis obligé en fait de faire ce mapping des compétences pour avoir des réponses qui sont adaptées
population par population. C'est pas du tout la même chose aujourd'hui pour, par exemple, des gens dont j'ai besoin, qui vont être des gens qui travaillent sur le mainframe, hein, Il y en a et encore. des gens qui sont sur et il y en a encore, et il y en a encore des besoins, et des gens qui travaillent sur la cybersécurité ou qui travaillent sur des technologies avancées. Je suis obligé de faire ce mapping et de travailler avec mes partenaires pour savoir s'ils ont des compétences, comment ils arrivent à les faire. Et puis après, il y a les aspects de salaire, de prix, qui forcément se répercutent d'une façon ou d'une autre sur les coûts qui nous sont facturés derrière, pas sur les prix, qui sont facturés par les ESN. On s'adapte. Tu viens de... Oui, il faut s'adapter dans ce monde. Tu viens de citer le mot cybersécurité. J'imagine que c'est une actualité permanente dans tes métiers. Qu'est-ce qui remonte du terrain de vos réseaux, qui sont quand même très puissants en France, tu le rappelais tout à l'heure, en termes de sensibilisation des clients finaux? Parce que, in fine, le risque de cyber, il est partout. Que ce soit dans vos clients entreprises, hein, ça peut être des hôpitaux, on l'a vu récemment, ça peut être comme des clients particuliers où on peut tous se faire avoir par un email bien fait. On l'a vu récemment avec un recommandé et un QR code plutôt bien fait. Est-ce que tu as l'impression que la prise de conscience est au niveau du risque que toi tu vois maintenant au jour le jour concrètement dans tes activités? Ça fait très très longtemps que je travaille sur la cybersécurité. J'ai été, dès 2013, j'étais DSI du groupe Crédit Agricole et j'étais un des premiers à porter ces sujets de cybersécurité. J'étais le président fondateur du cercle cybersécurité du CIGREF. Et puis, tu sais, c'est le jingle pub, là, comme il y avait dans Culture Pub, un petit pub. J'ai été le fondateur d'une campagne à destination de l'opinion publique qui s'appelait la Hack Academy, avec des petits films qui montraient à monsieur et madame tout le monde quels étaient les principaux... la principale façon de se faire avoir sur Internet et les moyens de se protéger. Donc ça fait très très longtemps qu'on travaille sur ces sujets. Les établissements bancaires sont des établissements qui, par nature, font de la cybersécurité depuis des décennies. Tout simplement parce qu'on est tiers de confiance, on manipule les données des clients, et donc forcément on est attaqué en permanence. Donc on s'est adapté. Aujourd'hui, un budget informatique d'une grande banque, c'est à peu près 12 à 15% de son chiffre d'affaires, déjà, sur la partie informatique. Le budget de cybersécurité sur cet ensemble-là, c'est 7-8% de l'ensemble des dépenses informatiques d'une banque. Et ça n'arrête pas de croître. Donc il faut en permanence faire une course pour être de plus en plus professionnalisé. Et du coup, on a de la technologie pour aider à la cybersécurité. On a de plus en plus d'IA sur la cybersécurité. On s'adapte en permanence, là aussi. On investit énormément dans les systèmes de surveillance, dans la capacité à traiter des centaines de millions d'événements tous les jours qui rentrent et qui sortent de nos systèmes d'information. Donc c'est quelque chose sur lequel on investit. On investit énormément en sensibilisation de notre personnel, parce que souvent on dit que la première erreur, elle vient du personnel. Donc on investit énormément, on fait énormément de tests de faux phishing avec nos salariés. On investit également dans la formation ou dans la sensibilisation de nos clients. On a énormément de lettres cybersécurité qui partent à destination de nos clients. Donc c'est un domaine qui est complet, qui est bien maîtrisé aujourd'hui par les établissements et sur lequel on investit énormément. Alors, je suis en retard, mais comme toujours dans cette émission, donc les auditeurs sont habitués. Je me rends compte que je t'ai posé beaucoup de questions fermées, alors je vais t'en poser une très ouverte. C'est quoi finalement tes principaux prochains challenges au poste que tu occupes dans le groupe, on va dire sur les 6 à 12 mois qui viennent? La transformation digitale d'une entreprise, c'est une transformation qui est globale. C'est pas un sujet technique, c'est un sujet de transformation des modèles complets. C'est une transformation humaine. J'évoque souvent le fait de dire on va arrêter de faire de l'humain augmenté par du digital, on va faire du digital augmenté par l'humain. En gros, si tu dis j'ai de l'humain augmenté par le digital et que tu changes pas tes organisations, à 17h, il est plus augmenté par le digital, ton humain. Si tu fais du digital augmenté par l'humain, là, ça change tout. Tu es obligé de t'adapter aux souhaits des clients, tu es obligé de réfléchir à la formation que tu donnes à ton personnel, aux compétences compris d'empathie, de sympathie que la personne va être capable d'avoir vis-à-vis du client, à sa capacité de décision. Et là, c'est un changement de modèle complet. Donc, moi, mon challenge, c'est d'arriver à inventer un modèle où finalement, le digital me permet de tout faire, tout le temps, par n'importe quel device pour le client et d'être capable de faire les simulations les plus compliquées. Mais en même temps, si le client à un moment veut débrayer le process et parler à un humain qui ne va pas lui répéter ce qui est dans le digital, mais qui est capable d'interpréter et de prendre une décision, ben, il faut qu'il soit capable de le faire. Mais tout ça, c'est un changement qui est un changement monumental. Donc mon sujet, il est d'appréhender les opportunités qu'offre la technologie pour transformer globalement l'organisation, et notamment dans sa composante humaine.
Un beau programme pour cette année. Énorme. Ce n'est pas que pour cette année. C'est un chemin. Et le chemin est plus important que la cible, comme on dit. Ou que la destination. C'est un chemin qui va être très très long, sur lequel il va falloir énormément de régularité, de pugnacité pour arriver à transformer globalement les organisations. Ce que je présente là pour le Crédit Agricole est vrai dans toutes les organisations. Alors une dernière petite question pour la route, puisqu'en fait on est très en retard. Mais juste après, nous avons un plateau sur la banque digitale, où je pose un peu la question, banque et digitale, quoi de neuf docteur? Parce que j'ai un peu l'impression qu'on a toujours un peu les mêmes acteurs chaque année, et puis juste on regarde qui c'est le premier. Je vois plus tellement s'il y a des choses si innovantes que ça. Donc au Crédit Agricole, on a Before Bank, on a Eco sur un autre parti d'offres et un autre segment de clientèle. Il y a évidemment les services de la banque en ligne au quotidien. Qui déjà ont, me semble-t-il, pas mal rattrapé des services qui avant étaient exclusivement purs pour des pure players. Chez toi comme chez d'autres. Hein. Il y a Blanc, pardon, qui est un membre en plus de l'Axel. Mes excuses, un membre. Finalement, est-ce qu'on a fait le tour des offres et services sur lesquels on pouvait innover, et puis maintenant on n'est plus que dans de l'incrémental sur ces domaines-là. Hein. Je parle de banque et digital pour les services au grand public, hein, pas forcément en entreprise. Ou à la limite c'est le contraire. En fait, on a vu la V1. Et puis la V2 va bientôt arriver. Enfin, quand je dis la V2, c'est plein de nouvelles choses qu'on n'a peut-être même pas encore imaginées. Je pense qu'on est dans la phase où on est en train de finir la V1 et on commence la V2, pour reprendre ton expression. La V1, c'était les banques globales, digitales. Celles qui visaient une population qui est une population large, hein, sans être spécifique. Ce que l'on commence à voir, ce sont les banques affinitaires, qui, grâce à une application, grâce à du digital, offrent à la fois des services financiers et des services qui sont liés à la population que tu veux viser. Blanc est l'exemple type, hein, avec, on cherche les néo-pros, les travailleurs de plateforme. Demain, tu peux très bien imaginer une banque spécialisée sur les joueurs de jeux vidéo, avec du Bitcoin, avec ce que tu veux. Tu peux très bien imaginer une banque spécialisée pour les médecins. Tu peux très bien imaginer, etc., etc. Et du coup, tu offres des services qui sont des services pas simplement financiers, mais tu offres des services pour faciliter la vie de cette tribu. C'est comme ça qu'il faut l'appeler. Je pense que les banques affinitaires sont les nouvelles formes de banques digitales de demain. C'est un véritable danger aussi pour les banques traditionnelles. Nous, on est une banque universelle. Et une banque universelle, par définition, elle sert tous les clients, les plus riches, les plus pauvres, les plus petits jusqu'aux plus grands, les particuliers jusqu'aux entreprises, sur tous les territoires, pour tous les besoins. À nous, et c'est ça la difficulté, parce que nous, et on n'exclut personne. Mais face à des gens qui ont une banque affinitaire qui répond de façon encore plus précise aux besoins d'une tribu donnée, il faut qu'on soit capable de s'adapter, il faut qu'on soit capable de faire la même chose. Donc tout l'enjeu demain, pour moi, hein, des banques digitales, les banques digitales V2, si on peut le dire comme ça, seront des banques affinitaires. Merci, j'ai beaucoup dépassé, donc toutes mes excuses, mais en tout cas c'était passionnant, merci d'avoir joué le jeu et d'être venu, et donc à très bientôt, et puis peut-être à tout à l'heure pour boire un verre dans notre PFC, l'apéro. Donc tout de suite, sans plus attendre, le débat avec plein d'invités très très sympas, mais juste avant le temps de préparer le plateau, parce qu'il faut que Jean-Paul s'en aille, que les autres s'assoient, un petit extrait de l'émission précédente, et cette fois c'est avec Caroline Gay, DG d'American Express France. À tout de suite. 3, 2, 1.